l'actualité ivoirienne, le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan a eu une rencontre avec des responsables de l'Union postale universelle, de la Société financière internationale et une délégation thaïlandaise au menu des échanges des questions relatives à l'agriculture, au financement des infrastructures électriques et surtout à la relance des activités de la Poste. Une cérémonie de réconciliation entre la population et la police nationale a eu lieu dans la commune de Marcory, cérémonie initiée par le Programme des Nations Unies pour le développement. En Centrafrique, les opérations de cantonnement des rebelles de la Séléka ont débuté. Les rebelles de la Séléka sont invités à déposer leurs armes. Mesdames et messieurs, bienvenue et merci de regarder RTI 1. Nous émettons à partir d'Abidjan en Côte d'Ivoire. Et puis commençons par cette information. La Cour pénale internationale a annoncé ce mardi avoir émis un mandat d'arrêt contre Charles Blé Goudé pour des crimes contre l'humanité commis lors de la crise post-électorale de 2010. Dans l'actualité ivoirienne, le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan a eu hier une rencontre avec des responsables de l'Union postale universelle, de la Société financière internationale et une délégation thaïlandaise. Au menu des échanges des questions relatives à l'agriculture, au financement des infrastructures électriques et surtout à la relance des activités de la Poste. Léon Brou, Kwame. La Côte d'Ivoire apte pour recevoir en 2014 la conférence de l'Union postale universelle. Un avis du vice-directeur général de cette union, Pascal Clivaz, l'émet à la suite de ces échanges avec le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan, échange pour évaluer les capacités de notre pays à organiser ce rendez-vous international 14 ans après qu'il a manqué de se tenir en terre ivoirienne. Il y a plus de 600 000 points de contact dans le réseau de l'Union postale universelle. Vous dire qu'avec l'économie numérique, la Poste a toutes ses chances d'être le partenaire du futur. Nous avons pu voir de l'infrastructure à, surtout, au soutien gouvernemental qui a été confirmé par le Premier ministre, que les choses sont garanties aujourd'hui. Pour nous, il nous reste la plus belle des missions, celle d'être l'avocat de la Côte d'Ivoire devant notre conseil d'administration, et je le ferai bien volontiers. Bon score également pour la Côte d'Ivoire, mais cette fois dans l'utilisation des 500 milliards de francs CFA, l'équivalent d'1 milliard de dollars, aide de la Société financière internationale pour la réalisation d'infrastructures électriques. Nous serions très contents d'amener de nouveau 1 milliard dans les années à venir. Il y a bien entendu un programme continu d'expansion dans le secteur de l'électricité, mais également en transport, que nous parlions des secteurs du port, nous parlions des chemins de fer ou du secteur routier, ou même du secteur des eaux. Je crois qu'il y a beaucoup de nécessités dans le pays et des opportunités dans le cadre de schémas genre partenariat public-privé. Outre la SFI et l'Union postale universelle, le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan a échangé avec une délégation thaïlandaise. Ces sénateurs et députés disent la capacité de leur pays à investir en Côte d'Ivoire. Nous sommes capables d'investir à l'étranger. Et puis tout à l'heure, nous avons parlé des investissements lourds en Côte d'Ivoire, par exemple de l'aéroport, des ports, des routes, que nous sommes déjà capables de le faire. Au cours de ces 3 audiences de ce lundi, notamment les échanges entre le Premier ministre et l'Union postale universelle, le gouvernement ivoirien a reçu d'autres appuis pour la relance économique. Séjournant au Canada dans le cadre du Forum Africa 2013, le chef du gouvernement ivoirien Daniel Kablan-Duncan a accordé plusieurs audiences à différentes personnalités au menu des échanges, la promotion à l'extérieur de la Côte d'Ivoire. Hugues Hervé Blé. À Montréal, le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan aura accordé différentes audiences à des personnalités politiques de premier rang. Mais avant, il s'est rendu à l'hôtel des villes pour un acte fort symbolique, la signature du livre d'or de la ville.
Au nombre des personnalités rencontrées à Montréal par le Premier ministre, le ministre des Relations internationales, de la francophonie et du commerce extérieur du Québec. On est entré dans une ère d'accélération des rapports entre le Québec et la Côte d'Ivoire et dans une ère de résultats. Avec Florie Lizer, l'adjointe du représentant américain au commerce pour l'Afrique, le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan s'est appesanti sur les relations commerciales entre la Côte d'Ivoire et les États-Unis. Donc j'ai eu l'opportunité de rencontrer le Premier ministre pour discuter un peu des progrès qu'il y a dans les relations économiques entre la Côte d'Ivoire et les États-Unis, et surtout pour voir quelle stratégie il faut mettre en place pour pouvoir améliorer les exportations des produits ivoiriens sur les États-Unis. L'ancien Premier ministre du Québec, Jean Charest, a dit, lui, sa foi en une Côte d'Ivoire prospère. Avec le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan, il a évoqué l'intérêt des hommes d'affaires québécois pour la Côte d'Ivoire. Présent à Montréal dans le cadre du Forum africain, l'ancien président du Nigeria, Olusegun Obasanjo. Le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan n'a pas manqué de lui rendre les honneurs au cours d'une visite de courtoisie. Forum Africa 2013. Lors de ce forum, il y a eu la signature de plusieurs accords entre des structures étatiques ivoiriennes et des structures canadiennes, mais également des accords entre des structures du secteur privé des deux pays. De bonnes nouvelles pour l'accroissement des investissements canadiens en Côte d'Ivoire. C'est en présence du Premier ministre Daniel Kablan-Duncan. Hugues Hervé Blé. Des jours d'activité intense au Forum Africa de Montréal avec à la clé de bonnes nouvelles pour la Côte d'Ivoire. Annoncer des investissements d'environ 500 milliards de francs CFA pour l'exploitation des différents champs pétroliers, également des investissements à venir dans le secteur minier de l'Ouest ivoirien. L'intérêt du milieu d'affaires canadien pour la Côte d'Ivoire a été matérialisé par la signature de nombreux accords avec des structures ivoiriennes en présence du Premier ministre Daniel Kablan-Duncan conduisant la délégation ivoirienne. Ont été ainsi signés des accords entre le CPC et manufacturiers et exportateurs du Québec, le BNET et le groupe CIMA, l'APEXI et le Conseil canadien pour l'Afrique. Comme le BNET, le groupe CIMA fait de la gestion des projets, intervient dans le domaine du génie maritime, dans les infrastructures, et nous avons cru bon d'associer notre image à ce grand groupe pour nous permettre d'aller ensemble, tant en Côte d'Ivoire qu'en Afrique, sur des projets. Le Business Council est un organisme de proximité, c'est très important. C'est un organisme paritaire, dirigé à la fois par les Canadiens et les Ivoiriens, c'est très important. Et ensuite, c'est un organisme qui vise à des résultats. C'est de mettre en place une cellule, une énergie pour dégager des résultats qu'on pourra analyser, qu'on pourra démontrer dans 2-3 ans, chiffres à l'appui, d'augmentation, d'échanges commerciaux et culturels entre nos deux nations. Également concernés par les accords signés à Montréal, des structures non étatiques ivoiriennes. Ça a été un fabuleux moment d'échange, de coopération entre différents acteurs du monde de l'économie, mais aussi de la politique. Et c'est ce qui est intéressant parce que très souvent les hommes d'affaires, le monde de l'économie se rencontrent, émettent des souhaits, prennent des décisions, mais le politique ne suit pas. Et aujourd'hui, avoir le Premier ministre là avec toute la délégation ministérielle qui l'accompagnait, ça a permis au monde des affaires, de l'économie, d'échanger avec le politique et d'accorder leur vision pour aller de l'avant. A signaler bien avant la signature des différents accords d'affaires, la signature par le ministre de l'Industrie Jean-Claude Brou et le ministre du Développement international et ministre de la francophonie du Canada, Christian Paradis, d'un accord relatif à la protection et à la promotion des investissements canadiens en Côte d'Ivoire. Autre aspect de l'actualité, un conseil des ministres extraordinaire de la CEDEAO s'est tenu hier ici à Abidjan. Il s'est agi au cours de cette rencontre pour les ministres d'examiner le mémorandum du président de la commission de la CEDEAO, Désiré Kadri Ouédraogo, sur la consolidation du marché régional. Il a été également question de la coopération monétaire régionale, de l'état d'avancement des négociations de l'accord de partenariat économique APE entre l'Afrique de l'Ouest et l'Union européenne, ainsi que du tarif extérieur commun de la CEDEAO. Vénance Herman, Niamia.
Réunion extraordinaire du Conseil des ministres de la CEDEAO à Abidjan. Elle s'inscrit dans le cadre de la préparation du sommet de Dakar qui se tiendra le 25 octobre prochain. Pour cette rencontre d'Abidjan, les ministres examinent le mémorandum du président de la commission de la CEDEAO sur la consolidation du marché régional, notamment l'état d'avancement des négociations de l'accord de partenariat économique entre l'Afrique de l'Ouest et l'Union européenne et surtout le tarif extérieur commun qui constitue à ce jour la pomme de discorde. Le président du Conseil des ministres de la CEDEAO invite donc les États à plus d'engagement pour la consolidation du marché régional. Il est certain qu'en allant vite à la mise en place d'un texte unifié, nous saisirons ensemble l'opportunité de garantir plus de succès à nos négociations sur les mesures d'offre d'accès au marché pour la conclusion d'un APE régional avec l'Union européenne. Pour la première fois, le Conseil des ministres de la CEDEAO a été élargi au ministre en charge des Finances et du Commerce. Les ministres examineront aussi le programme de coopération monétaire avec en prime la probabilité du lancement de la monnaie unique de la CEDEAO en 2020. Ce mardi, c'est la célébration de la fête nationale du Nigeria. À cette occasion, le président de la République Alassane Ouattara a formé des vœux de paix, de succès et de progrès pour tout le peuple du Nigeria. Et puis, le Saint-Père François a nommé comme nonce apostolique en Côte d'Ivoire son Excellence Monseigneur Joseph Spiteri, archevêque titulaire de Serta, précédemment représentant pontifical au Sri Lanka. Autre sujet, les premières maisons témoins des logements sociaux et économiques sortiront de terre dans 3 semaines ici à Abidjan, après les villes de l'intérieur. L'information a été donnée par le ministère de la Construction, du Logement, de l'Assainissement et de l'Urbanisme. Francis Boifo. Avec l'ouverture des voies principales et secondaires sur les sites de Modeste de la commune de Grand Bassam, Songon Kassamblé à Yopougon et Yaouin à Benjéville, le projet de construction des logements sociaux et économiques rentre dans sa phase pratique dans le district d'Abidjan. C'était beaucoup plus facile pour nous de commencer par l'intérieur du pays où on a eu des parcelles qui n'étaient pas trop grandes. Voyez. Et là-bas, ça allait très vite. Et comme il fallait montrer qu'effectivement les choses se réalisaient, nous avons déporté toutes nos équipes pratiquement sur l'intérieur du pays. Et parallèlement, nous étions en train d'évacuer certains problèmes liés, n'est-ce pas, aux grandes parcelles qui sont à Abidjan. Pas question de traîner les pas, ajoute Doumbia Brahima, directeur du Centre de facilitation des formalités d'accès au logement. Toutes les répartitions ont été faites sur plan et ces plans-là, nous venons les implanter maintenant sur le terrain pour que jusqu'à la fin de la semaine, au plus tard samedi, sur les 3 sites, les promoteurs qui ont été assignés à ces sites puissent prendre possession de leur site et donc préparer les plateformes pour la construction des maisons témoins. Prévu pour ce mois d'octobre 2013 sur les parcelles qui sont situées dans le district d'Abidjan. 8 promoteurs immobiliers sont attendus sur les 81 hectares disponibles à Modeste dans la commune de Grand Bassam. 7 promoteurs pour 49 hectares à Benjéville et 400 hectares pour 26 promoteurs dans la commune de Yopougon. Pour cette première étape, plus de 46 000 Ivoiriens seront bénéficiaires des logements sociaux et économiques dans le district d'Abidjan et 10 000 à l'intérieur du pays. Pour permettre au gouvernement de satisfaire les besoins en logement des populations sur l'ensemble du territoire ivoirien, l'agence de gestion foncière s'ouvre dans plusieurs localités du pays. Elle s'est ouverte à Yamoussoukro. Témoin Charles Tatou, RTI Boaké. En Côte d'Ivoire, le déficit de logement est estimé à environ 40 000 logements par an. Avec la forte concentration des populations dans les grandes villes, ce problème est devenu crucial. Conséquence, les Ivoiriens semblent être condamnés à payer à vie des loyers souvent excessifs et sans aucune perspective d'accéder à la propriété. L'État a compris qu'il y a urgence d'agir dans ce secteur. Par ailleurs, la politique de l'habitat prend en compte ces dernières années le foncier urbain. Des programmes d'aménagement de terrains urbains ont été initiés, d'où la création de l'agence de gestion foncière, donnant ainsi l'occasion de créer 362 hectares de réserves foncières repartis entre Abidjan, Yamoussoukro et Boaké. C'est pourquoi elle trouve opportun de se rapprocher des propriétaires terriens. Cela afin d'offrir
des services de qualité aux populations. En effet, l'AGF vient d'ouvrir un bureau à Yamoussoukro. L'AGF existe depuis 14 ans. Il y a eu des difficultés, mais depuis 2 ans, nous avons rétabli certains équilibres. Aujourd'hui, nous sommes à même de proposer des terrains viabilisés et par là même réduire au maximum les litiges fonciers. Tous ceux qui veulent acquérir des terrains ou des projets d'avenir doivent passer par l'AGF pour sécuriser leurs acquisitions. Pour la ville de Yamoussoukro, ce sont plus de 83 hectares de terres qui seront viabilisés. Ces terres ont été acquises grâce à la collaboration des propriétaires terriens. Je suis d'accord que l'AGF exploite. Je dis à les Joseph, nous avons donné les terres suffisamment à l'AGF pour qu'on puisse développer Yamoussoukro. Créée en 1999, l'agence de gestion foncière a entre autres missions l'ingénierie foncière et la vente des lots aménagés. Il y a eu la signature d'un accord de partenariat entre le Conseil de l'Entente et le Forum francophone des affaires le 11 septembre dernier en France. À travers cet accord de partenariat, les pays membres du Conseil de l'Entente vont bénéficier du soutien financier du Forum francophone des affaires pour le financement des projets de développement de la sous-région. Plus de précisions avec Vénance Herman Niamien. Bon point pour le Conseil de l'Entente dans la mise en œuvre de ses missions. Il vient de signer un accord de partenariat avec le Forum francophone des affaires. Ce forum s'engage à lui faire profiter de ses réseaux pour le financement des projets de développement d'intérêt commun aux pays membres du Conseil de l'Entente, surtout le projet ferroviaire qui devra relier les 5 pays membres de cet espace économique. 5 secteurs sont privilégiés. C'est l'agro-industrie. Il y a le secteur des infrastructures. Effectivement, il y a ce projet de la boucle ferroviaire. C'est un projet de 3000 km de réseau ferroviaire qui relierait les principales capitales de 5 pays et qui permettra de décloisonner l'espace, de le structurer, de faciliter les échanges, de créer bien sûr des emplois. Nous avons aussi le secteur des PME-PMI, nous avons le secteur de l'environnement et du tourisme et le secteur social. L'espace du Conseil de l'Entente, ce sont 2 millions de kilomètres carrés, 68 millions d'habitants, un pôle de croissance économique de 8% du PIB et un taux d'inflation maîtrisé de 3%. Des atouts que le secrétaire exécutif veut davantage faire connaître des investisseurs. La signature de ce partenariat a donc mobilisé plusieurs membres du Sénat français et différentes chambres de commerce, entre autres la chambre de commerce polonaise, chilienne, canadienne, brésilienne, espagnole et suisse. Le Conseil de l'Entente a été créé le 12 mai 1959. 5 pays en sont membres, la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso, le Bénin, le Niger et le Togo. La communauté internationale célèbre aujourd'hui la Journée internationale des personnes âgées instituée par les Nations Unies en 1990. Le ministre de l'Emploi et des Affaires sociales, Dosso Moussa, nous délivre ici le message du gouvernement ivoirien. Chantal Akanda. Près de 2 tiers des personnes âgées vivent dans des pays en développement et sont largement exclus des programmes de développement mondiaux, régionaux et nationaux. La Journée internationale des personnes âgées, célébrée chaque 1er octobre, se consacre à cette frange de population âgée de plus de 60 ans. Il nous incombe à tous, individuellement et collectivement, la responsabilité d'intégrer les personnes âgées à la société, qu'il s'agisse de mettre en place des mécanismes d'assistance sociale, de veiller à ce que chacun dispose de soins de santé et de services sociaux adaptés à son âge, ou d'assurer une protection sociale appropriée. Les personnes âgées sont des acteurs énergiques et essentiels qui contribuent au développement et à la stabilité de la société. Et nous pouvons et devons faire davantage pour exploiter leur potentiel. Au moment où la communauté internationale s'apprête à faire le bilan du développement durable et à l'envisager après 2015, la Côte d'Ivoire prépare un nouveau mode d'action qui concilie vieillissement de la population et croissance économique et sociale. En Côte d'Ivoire, le gouvernement s'est engagé à prendre plusieurs dispositions pour améliorer les conditions de vie de cette couche. Au nombre de ces initiatives figure la protection des personnes âgées dans la Constitution de 2000. L'élaboration d'une stratégie nationale des personnes âgées prévue dans le plan national de développement PND et la prise en compte de cette catégorie dans la stratégie nationale de protection 2013-2015. En cette journée internationale des personnes âgées, j'appelle la communauté internationale
le peuple ivoirien et chaque famille à offrir davantage de possibilités aux personnes âgées. L'Organisation africaine de la propriété intellectuelle renforce la capacité des ingénieurs, des juristes et des économistes. Objectif de cette formation, les préparer au concours d'obtention du titre de conseil en propriété intellectuelle. Les participants proviennent de la France et de plusieurs pays africains. Honorine Kakoubla à Niégori. C'est en vue de former des spécialistes en propriété intellectuelle et industrielle dans les différentes entreprises que cette rencontre se tient à Abidjan. Il sera question pour ces spécialistes en propriété intellectuelle d'amener les gouvernants des pays membres de l'Organisation africaine pour la propriété intellectuelle d'être capables de faire transformer leurs matières premières sur place. L'objectif qui est visé, c'est d'abord doter nos États de cadres compétents à même de pouvoir discuter d'égal à égal avec les partenaires extérieurs. Ce renforcement de capacité en propriété intellectuelle revêt une importance capitale pour les participants. Mes attentes permettent aux Ivoiriens, aux opérateurs économiques de savoir que la propriété industrielle est quelque chose d'important dans leurs activités et de les emmener à pouvoir se trouver une place dans ce domaine. C'est en vue également de donner l'occasion de combler le déficit de certains États membres de l'Organisation africaine pour la propriété intellectuelle, OAPI, en professionnel de la propriété intellectuelle que se tient ce séminaire. L'OAPI a été créé en 1962 et la Côte d'Ivoire fait partie des membres fondateurs. Parlons maintenant avec Serge Gangomé Chantaleouma, candidat de l'atelier de formation des formateurs en technologie et des produits de la pêche. C'est une initiative du ministère des Ressources animales et halieutiques pour assurer continuellement la sécurité alimentaire dans la consommation des produits de la pêche et conserver également la crédibilité de la qualité de ces produits. Rendre plus compétitifs les produits de la pêche ivoirienne sur le marché international d'une part et d'autre part, assurer de façon continuelle la sécurité alimentaire des consommateurs de ces produits. C'est le défi que le ministère des Ressources animales et halieutiques veut relever, d'où cet atelier de formation et de perfectionnement des formateurs en technologie et assurance des produits de la pêche. Il faut connaître les mécanismes d'altération, donc ils font que le poisson se gâte. Il faut connaître comment éviter que le poisson se gâte. Il faut connaître la réglementation internationale. Prenant part à l'ouverture de cet atelier, Kwasi Adjoumani, ministre des Ressources animales et halieutiques, a partagé avec les participants la vision du gouvernement sur la sécurité alimentaire. Le gouvernement a inscrit dans l'ordre de ses priorités la sécurité sanitaire de ces produits comme l'un des objectifs de sécurité alimentaire à atteindre préalablement à leur mise sur le marché au niveau national, sous-régional et international. Le présent atelier s'inscrit dans la droite ligne de ces objectifs nationaux définis par son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. La quantité de poissons destinée à la consommation est estimée annuellement à 320 000 tonnes, alors que la production nationale est limitée à plus de 49 000 tonnes. Et pour pallier ce déficit, le pays doit importer 80% de ses besoins en poissons. Cet atelier de formation, qui va durer 3 jours, permettra également aux participants de mieux s'outiller pour augmenter la production nationale. Autre aspect de l'actualité, une cérémonie de réconciliation entre la police et les populations de Makori a eu lieu dans cette commune. Objectif, rapprocher davantage la police de la population afin de briser la méfiance. Témoin pour RTI1, Vénance Herman Niamien. Police abonnée aux absences quand on la sollicite. Policiers, raquetteurs, bavures policières, signalés ça et là. Des griefs recensés très souvent contre la police nationale et qui ne le n'ont pas. Il faut donc mettre fin à ces remarques et rétablir la confiance entre elle et la population. C'est tout le sens de cette cérémonie de réconciliation initiée par le Programme des Nations Unies pour le développement PNUD. C'est un projet pilote. Donc, un projet pilote qui est essentiellement la réconciliation entre la police nationale de Côte d'Ivoire et la population.
bien. On réconcilie des gens, mais en même temps, on apporte un appui au plan matériel. C'est ce qui a été fait. À Makori résidentiel, tout comme à Numabo village, les populations saluent l'initiative et souhaitent que la police soit plus attentive à leurs préoccupations. Il faudrait que la population avec la police, au moins une fois dans l'année, puisse se rencontrer comme ça pour échanger et puis vraiment pour que nous soyons unis. Cette initiative d'aujourd'hui, de rapprocher la population, plus la population de sa police, est très noble. En ce sens que moi qui vous parle, si ce n'était pas aujourd'hui, je ne connaissais pas qui était le commissaire du district qui est à 10 mètres de chez moi. Le préfet de police d'Abidjan, représentant le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, rassure les populations. Tout est mis en œuvre désormais par les autorités pour donner une image plus reluisante à la police. À partir de ce jour-là, que la population soit rassurée, nous sommes à leur disposition. C'est pour elles que nous existons. Nous sommes à leur disposition. Qu'elles n'hésitent pas à venir à nous. Pour matérialiser la symbiose entre police et population à Makori, elles ont initié une opération coup de balai. Cette cérémonie de réconciliation entre population et police nationale va s'étendre aux autres communes du district d'Abidjan. Le 7e roi du Mbongbo est installé à Foutou, c'est dans la localité d'Ananda, garant du contrat social entre son peuple et l'administration. Nana Atoyapi III est invité à régner dans la justice et l'équité pour impulser une dynamique nouvelle à son royaume. C'était en présence de plusieurs autorités du pays, nous dit Kwadjo Kwame de RTI Boaké. Un point de convergence au crépitement du tam-tam parleur, la place publique du village où a lieu la cérémonie d'intronisation du 7e roi du Mbongbo, Nana Atoyapi III. Le Mbongbo, siège du royaume, regroupe les tribus Beli et Namé. L'histoire de ce sous-groupe baoulé est attelée à celle de la reine Ablapoku. En effet, ce fut Nana Kwangi de la même lignée qui, à la recherche de terres fertiles et pour assurer son autonomie, s'installa en ces lieux. Mbongbo signifie donc le gratin, la faim. Aoussou Jano a aussi ajouté que le renouvellement des sacrements de la tradition conduit à la promotion de nos valeurs culturelles et contribue à l'unité et à la paix sociale. Les Attiers et les Baoulés sont tous venus du Ghana et en coupé avec les Attiers, ils luttaient une épée sacrée. L'épée sacrée, comme les Attiers sont plus courageux, ils ont attrapé la partie de la lame, ça vaut les couper, mais ils ont pu arracher la lame. Et les Baoulés sont là avec le manche, ça se trouve à Mouikakoukro, un pays baoulé. Ce sont des objets sacrés qu'on continue à vénérer. Le président de la cérémonie, Aka Awole, s'est appesanti sur le respect du chef comme étant le début de tout art de vivre. Les populations de Mbongbo, de Nambé, de Beli doivent donc retrouver et revivre l'un de leurs traits de caractère identitaire le plus remarquable, le respect du chef, le respect et l'amour de l'autre. Seulement 5 villages sur les 13 que compte le Mbongbo sont électrifiés et les pistes villageoises en mauvais état. Autant d'équations que tentera de résoudre le nouveau roi. Nana Atoyapi III est né le 15 janvier 1968, marié, il est père d'un enfant. Titulaire d'un master en santé publique et d'un DEA en sociologie. Des arrêtés de nomination ont été remis aux chefs des villages de Foutou et d'Apassano avant la pose de la première pierre du palais royal du Mbongbo. Bientôt, la pénurie d'eau qui avait plongé Dakar dans le désarroi ne sera qu'un vieux souvenir, et pour cause, la conduite qui était à l'origine de cette situation a été réparée, remise en marche hier selon le directeur général de la Sénégalaise des eaux. Les choses devraient revenir à leur état initial demain, mercredi. Les premiers résultats des élections législatives du 28 septembre en Guinée n'ont pas encore été publiés, prolongeant une attente teintée de nervosité et de suspicion entre partisans du président Alpha Condé et militants de l'opposition. Les résultats sont prévus pour demain mercredi, mais selon la Commission électorale nationale indépendante, ils pourront être reportés le temps de réunir tous les procès-verbaux. Les Camerounais ont voté hier pour leur maire et leurs députés. Ils sont aussi dans l'attente des résultats. Ils vont désigner
180 députés et plus de 10 000 maires à travers le pays. Une quarantaine de partis au total sont en lice, mais le parti au pouvoir, pas ultra favori. Le taux de participation est estimé à environ 75%. En Centrafrique, les opérations de cantonnement des rebelles de la Seleka ont débuté. Les rebelles de la Seleka sont invités à déposer leurs armes. Grenades, kalachnikov, munitions, dans ce camp militaire de Bangui.